Ben, on a célébré le bicentenaire de Napoléon. Est-ce que vous avez fait les Chaïm pour le bicentenaire de Napoléon? Je ne pense pas qu'il faille faire le bicentenaire de Napoléon. Mais, très intéressant de parler de Napoléon aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, il a eu un contact réel avec Napoléon. Quel est ce contact-là? Vous savez que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi vivait en Russie, sous le pouvoir du tsar russe. La vie des Juifs là-bas était très compliquée. Ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah. Ils n'avaient pas le droit de diffuser la Torah. Le Rabbi Shimon Zalman de Liadi donnait sa vie pour cela. Il y a des chassidim, des élèves du Rabbi Shimon Zalman de Liadi qui ont donné leur vie pour cela. Pour continuer à mettre les téphilines, pour continuer à garder le Shabbat, pour continuer à faire la Brit Mila, pour continuer à manger kasher. Quand Napoléon arrive et se met en mouvement pour combattre le tsar russe, on l'imagine bien, et il y a beaucoup de Juifs en Russie qui ont pris le parti de Napoléon. A priori, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, voilà un grand libérateur qui arrive, Napoléon arrive, on sait qu'il était là pour justement libérer tous les peuples d'Europe, et qu'il allait faire pareil en Russie. On aurait pu imaginer que le Admorazaken aurait dû sauter donc sur cette occasion-là, et de cette façon-là, se libérer du tsar russe, du pouvoir russe en place. Le Rabbi Shimon Zalman de Liadi s'est exprimé ainsi, il a dit, peut-être qu'avec Napoléon, notre corps sera libéré, mais notre âme, elle sera complètement emprisonnée. Alors qu'avec le tsar russe, notre corps qui est emprisonné, mais notre âme qui est libre. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Napoléon, ce qu'il a fait ici, que ce soit en France, dans tous les pays d'Europe, et c'est ce qu'il comptait faire aussi en Russie, c'est qu'il voulait faire en sorte que les Juifs vivent de la manière la plus assimilée possible. Ça veut dire qu'on vous laisse en vie, on vous laisse libre, mais on vous apporte la culture, on vous apporte l'ouverture d'esprit, on vous apporte tout. Ouais. Mais on vous fait surtout oublier que vous êtes Juif. Ah, vous pouvez continuer à être Juif, mais ne pratiquez pas la Torah et les mitzvot. Assimilez-vous au reste du peuple. Et ça, le Admorazaken avait senti, il l'avait vu. C'est la raison pour laquelle il a décidé de ne pas suivre les autres communautés qui, par exemple, suivaient Napoléon, mais qui, lui, il a décidé à ce moment-là de suivre le tsar russe, qui lui était a priori son ennemi, hein, mais il préférait l'ennemi de son corps que l'ennemi de son âme. Donc l'Admorazaken va devenir lui aussi du coup l'ennemi de Napoléon, et donc de ses soldats. À cette même époque, il y avait un des élèves, un des grands chassidim du Admorazaken qui s'appelait Moshe Meiselitch. Et Moshe Meiselitch était très 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 intelligent, un très grand chassid qui avait une culture générale extraordinaire. Et ce Moshe Meiselitch, il parlait le français, il parlait le russe. Donc, il a été recruté dans l'armée russe pour aller s'introduire dans toutes ces personnes-là qui étaient très très proches de Napoléon. Et il va réussir à devenir un des traducteurs, puisqu'il parlait le français et le russe, un des traducteurs des hommes qui étaient très très proches de Napoléon. Un jour, il se trouve avec les chefs des armées, et bien sûr, on parle de secrets militaires, secrets des différents combats qui vont avoir lieu dans les jours qui vont suivre. Et lui, bien sûr, Moshe Meiselitch entend, et ensuite il va colporter ce qu'il doit colporter. Il est espion. Napoléon entre dans la pièce, qui lui aussi était avait l'esprit très affûté. Il va vers lui directement, il entre dans la pièce, il pose sa main sur son cœur et lui dit « Tu es un espion !» Et là, le juif Moshe Meiselitch, vous l'imaginez bien, n'importe quel espion, hein, normalement, aurait tout de suite perdu tous ses moyens. Sans rien dire, Napoléon arrive et pose sa main sur lui et lui dit « Tu es un espion !» Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Et là, vous avez compris pourquoi Napoléon met sa main sur son cœur. Parce qu'en mettant sa main sur son cœur, il aurait pu voir si le cœur bat plus vite que normal, alors ça veut dire qu'il ment, et que c'est vraiment un espion. Et si son cœur ne bat pas spécialement vite, c'est que ça n'est pas un espion. Et là, Moshe Meiselitch n'a pas besoin de prendre de respiration, n'a pas besoin de faire d'exercice de respiration pour calmer le rythme de son cœur. Il reste calme. Napoléon le regarde, il laisse encore quelques secondes sa main sur son cœur, et Moshe Meiselitch se retrouve libre. Napoléon détourne la tête, il se dit non, ça n'est pas un espion. Son cœur ne bat pas plus vite que la normale. Quand la guerre se termine, et qu'il raconte cette histoire-là, tous les chassidim lui ont posé la question, ils disent mais comment tu as pu faire une chose pareille, alors que tu étais vraiment un espion? Comment est-ce que tu as pu faire en sorte que ton cœur ne batte pas plus vite que ça, plus vite que la normale? Et là, il a répondu quelque chose, il a dit, mais je ne comprends pas. Nous sommes tous les élèves du Admorazaken, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Et le Rabbi Shimon Zalman, c'est ce qui nous enseigne à travers tous ses écrits. Mohar, Shalit, à l'élève, que c'est le cerveau qui maîtrise le cœur. Donc, puisque c'est le cerveau qui maîtrise le cœur, j'ai juste fait ce qu'on m'a appris à faire. Mon cerveau a maîtrisé mon cœur. C'est intéressant de raconter cette histoire aujourd'hui, bicentenaire de Napoléon. Mais ce qui est très très intéressant de voir ici, c'est quoi? C'est que justement, nous parlons de ça aujourd'hui, et que le Admorazaken nous parle de ça. Imaginez un petit peu. Dans ce Tanya du jour, hein, on ne l'a pas décidé. Il nous dit que Mohar Shalit à l'élève.
C'est-à-dire que peu importe ce que tu es dans la vie, peu importe ce qui se passe dans ton existence, peu importe ce que tu as reçu comme cadeau ou pas dans la vie, peu importe si c'est compliqué, si c'est moins compliqué, peu importe si tu as tes soucis à toi, c'est de devoir gérer ton opulence matérielle ou spirituelle. Parce que nous vivons, Baruch Hashem, dans des périodes où on n'est pas tous dans des difficultés matérielles ou spirituelles, mais avec toute cette abondance matérielle et spirituelle, parfois on n'arrive pas à trouver la bonne route. Parfois on se perd dans ce monde de mensonges. Alors, on te dit, rappelle-toi bien d'une chose, toujours, peu importe que tu vives sous Napoléon ou sous Macron, hein, sache bien une chose, que tu vis sous quoi? Sous Dieu, première chose. Et en dessous de Dieu, il y a quoi? Il y a ton cerveau. Et le Moar, ton cerveau, lui, c'est lui qui dirige ton cœur. Et ton cœur, il n'a pas son mot à dire. Ton cerveau, c'est lui qui le dirige. Pour que tu puisses vivre et respirer, c'est ton cerveau qui dirige. Si c'est ton cerveau qui dirige ton cœur et qui lui donne l'ordre de donner des pulsations, et que ces pulsations permettent au sang d'aller dans tous les membres du corps en bonne santé pour chacune et chacun jusqu'à 120 ans, dites Amen. C'est le même cerveau qui est capable de diriger ton cœur quand ton cœur il te demande de faire ce que tu ne devrais pas faire. Ce même cœur qui te dit, ah, tu devrais désirer ce que tu ne dois pas désirer. Ce même cœur qui te joue des tours, qui te fait perdre ton temps, ton énergie dans tous les plaisirs du monde. Ce même cœur qui te fait perdre du temps et de l'énergie dans tout ce que tu pourrais faire et que tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu te laisses complètement prendre, parce que ton cœur t'exige. Moi, Archalit à la lèvre. Tu peux être ce juif-là qui est espion sous Napoléon. Tu peux être aussi ce juif-là qui vit en France, au Canada, à Montréal, à qui on fait un grand coucou, qui nous regarde en replay tous les jours. Baruch Hashem. Tu peux vivre partout, tu peux vivre à Tel Aviv, à Yerushalayim,